On va maintenant vous passer un petit film de quelques minutes de la BPI. Alors, il y a BPI Lab qui est présent. Il va y avoir une intervention. Donc, BPI Lab, c'est un think tank qui est lié à la BPI et qui va nous présenter. Est-ce qu'on peut avoir le film? Donc, le BPI Lab s'occupe. On va un peu ouvrir nos chakras. On va aller voir comment ça se passe pour les chefs d'entreprise dans d'autres secteurs que le secteur agricole. Parce que, évidemment, les difficultés que rencontrent les chefs d'entreprise agricoles sont partagées en grande partie par d'autres secteurs, avec leurs spécificités. Mais en tout cas, voilà, il y a d'autres secteurs. C'est intéressant de voir ce qui se passe ailleurs, c'est intéressant de voir ce qui est fait. Peut-être qu'il y a des choses qu'on peut aussi ramener au secteur agricole. Et si on arrive à avoir le film, il s'agit d'un film de promotion qui, pour donner envie quelque part, présenter des femmes chefs d'entreprise agricole. Ben voilà, je vous laisse le découvrir. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui dirigent des entreprises comme ça? Il n'y en a pas beaucoup. Non, on ne peut pas dire qu'il y en ait beaucoup qui dirigent des entreprises. Tes salariés, ils te décrivent comment quand tu diriges? Ils m'appellent la patronne. Il y a des moments où ça s'est pas passé comme prévu. Tous les jours, ça se passe pas comme prévu. C'est qui ton chef? C'est qui ma chef? C'est moi la chef. Emmanuel Macron, c'est ton chef. Wow. C'est quoi ton métier? Je dirige une entreprise qui fait des médicaments pour les yeux. J'ai créé une société de transport de marchandises. Aujourd'hui, j'ai 4 restaurants. Moi, j'ai monté une ligne de prêt-à-porter il y a 20 ans. J'ai créé une entreprise de cosmétiques capillaires dédiée aux cheveux bouclés, frisés, crépus. Je dirige une agence d'architecture et d'urbanisme. C'est pas toi qui as dessiné le château d'Orsay? On n'était pas nés. Il y a Tour Eiffel aussi. Non, Tour Eiffel, c'est en plus, c'est Gustave Eiffel. Ouais, c'est Gustave Eiffel. Pourquoi t'as décidé de créer une entreprise? Parce que je voulais être indépendante. Est-ce que toi, tu trouves ça spécial que j'ai créé une société de transport de marchandises? Ah, je vous cache pas que vous êtes une femme, donc forcément, c'est un peu... je peux dire, c'est spécial, c'est original. Parce que tu vois pas une femme dans ce métier-là. Le fait d'être une femme et une femme noire, est-ce que ça n'a pas été un frein? Je n'ai jamais ressenti de limite à ce que je pouvais faire. Dans ce milieu, c'est pas trop compliqué d'être une femme qui dirige. Pour moi, c'est plus difficile, tu vois, d'être chinoise que d'être une femme. On a beaucoup de clichés sur la cuisine chinoise. Moi, j'avais envie de casser ces clichés-là. Et du coup, j'ai dû taper, tu vois, du poing sur la table. Qu'est-ce que tu dis quand on essaie de te décourager? J'adore ça. Vraiment, parce que ça me stimule de prouver que c'est pas vrai. Fière de montrer que toi, tu y arrives. Pas que moi j'y arrive, que tout le monde est capable d'y arriver. J'ai pas de diplôme en chimie, j'ai un niveau bac+2, je suis issue d'une famille et d'un milieu extrêmement modeste. Là, j'essaie juste de changer les choses à mon échelle, de changer le monde, en montrant et en prouvant aux gens qu'on peut tout faire, et surtout qu'on peut partir de rien et réussir à faire de belles choses. Mes parents, ils voulaient pas que je monte des restos. Ah, ouais. Pourquoi? Je suis la première bac+5 de ma famille, et moi, je voulais faire de la restauration, et ils avaient l'impression que je régressais, alors que pour moi, c'était un vrai choix. Dans la vie, c'est un petit peu comme pour créer une entreprise. Si on attend tout le temps que ce soit le bon moment, que tous les éléments soient réunis, que tout soit parfait, on le fait jamais puisque ça n'existe pas, ça. Le conseil, ça serait de ne pas se laisser démoraliser par les gens autour de toi, qui n'ont pas cette force, donc qui croient que toi tu vas pas y arriver, alors que tu peux y arriver. C'est de croire en ton projet et de ne pas le lâcher. Est-ce que un jour, tu penses qu'il y aura autant d'hommes que de femmes qui dirigeront des entreprises? Je pense qu'il y en aura de plus en plus. Quand je te vois, t'es tellement intelligente, pétillante, toi à ton âge, moi à mon âge, on va aller changer le monde, hein, on y va. Hein. Est-ce que tu penses que moi, j'aurais potentiellement les qualités pour diriger toute une entreprise? Ah bah oui, carrément. Carrément. Si tu veux, tu peux. Je prends le compliment, merci. Voilà, donc c'était donc le film de BPI Lab. Oui, on peut applaudir. À quand le même pour le monde agricole? Ce serait bien, avec des agricultrices, des chefs d'entreprise agricoles. Donc nous allons maintenant écouter Bao Tran Nguyen, qui est responsable du pôle d'études stratégiques de BPI Lab. Alors, Bao Tran Nguyen a le Covid aujourd'hui. On a eu un certain nombre d'imprévus, dont ce Covid fait partie. Et on va pouvoir, si tout se passe bien, l'entendre en visio. Si, Christophe, tu nous donnes le feu vert.
Bonjour. Bonjour à tous. Alors, Ah, j'espère on que vous vous entend pas. m'entendez bien. Ah, vous m'entendez pas? Je pense qu'il faut que vous allumiez votre micro. Moi, il est bien allumé. On vous entend pas. C'est bien Ah, allumé en ça tout y est, cas c'est de bon. mon côté. C'est bon? Oui. Bonjour. Mm. Bonjour à tous. Moi, tout d'abord, je m'excuse de ne pas pouvoir être parmi vous. J'essaye en tout cas de vous protéger des assauts microbiens dont j'ai été victime juste hier. Mais en tout cas, je suis ravie de pouvoir être malgré tout avec vous à distance. Donc, je représente BPI France Le Lab. BPI France, qu'est-ce que c'est? BPI France Le Lab, on est le think tank de BPI France que vous connaissez pour ses activités de financement, d'investissement dans les PME, dans les ETI, dans le tissu économique en général. Et nous, on écrit vraiment pour les dirigeants de PME et ETI et sur ces dirigeants. On dit souvent qu'on aime parler à leur tête, à leur cœur sur des sujets qu'on les aide à décrypter. Donc, ça peut être des sujets business, la croissance externe, la transformation digitale, mais aussi des sujets socio-économiques, comme celui des femmes qui va nous réunir aujourd'hui. Mais par exemple, on a travaillé récemment sur une étude sur les collaborateurs étrangers. On est en train de travailler sur les seniors, sur les représentations aussi dans l'industrie. Donc, beaucoup de sujets divers pour lesquels on peut être une aide à la découverte, voire un fournisseur d'outils pour les dirigeants. Alors, j'espère que vous avez apprécié notre petite vidéo. On voulait vous la montrer, c'était important pour nous parce que cette vidéo, finalement, elle témoigne de toutes les représentations sociales qui peuvent grever le parcours des dirigeantes et des femmes, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans l'agriculture. Vous avez dû entendre cette jeune fille à qui la dirigeante demandait: alors parce que toi, ça t'étonne que moi, je sois une femme dirigeante dans le secteur des transports? De la même façon, on pourrait se dire: est-ce que vous, ça vous étonne que je puisse être dirigeante dans le secteur de l'agriculture? Et en fait, tout ce qu'on voit, c'est que ces représentations sociales, elles sont construites, elles se jouent dès le plus jeune âge, dès les premiers moments de la socialisation, dès l'âge scolaire quelque part. Il est déjà trop tard quasiment quand on en arrive à l'enseignement supérieur. Et je voulais faire aussi un petit parallèle en fait avec l'industrie, qui est un sujet qu'on suit beaucoup chez BPI France et qui, comme l'agriculture, je pense, a une attractivité qui est en souffrance du fait d'une économie qui est fortement tertiarisée aujourd'hui. Mais voilà, il y a beaucoup d'acteurs gouvernementaux, le tissu accompagnateur, les lobbies, les associations aussi dans le secteur de l'industrie qui se sont mobilisés pour montrer qu'il pouvait y avoir une place pour les femmes dans ce secteur qui est en tension aujourd'hui, tout comme l'agriculture fait face à un défi démographique avec le renouvellement des générations. Et il y a un tas d'initiatives, je vais citer peut-être celle du réseau industriel du gouvernement, qui vise à façonner et à construire un vivier de mentors et de rôle modèles qui cherchent à montrer et à sensibiliser les jeunes filles à la place des femmes au métier de l'industrie, à leur montrer qu'il y a une place pour elles. Donc je dirais, voilà, à quand une telle initiative peut-être dans le secteur de l'agriculture? Alors pour commencer, peut-être pour revenir à nos moutons sur le sujet des femmes, sur la slide suivante. Alors pourquoi nous on a fait une étude sur les femmes? C'est que au fil des années, sur les différentes études qu'on a pu faire, on s'est rendu compte qu'il y avait des différences sensibles entre les femmes et les hommes, dans la taille des entreprises qu'ils dirigeaient, dans le profil entrepreneurial de ces dirigeants, soit ils étaient des créateurs, des repreneurs, dans le profil actionnarial aussi, les femmes étaient moins souvent actionnaires majoritaires. Donc on s'est dit, voilà, il y a quelque chose à faire. Faisons parler, enfin montrons quelles sont les différences, parce qu'il y a des différences finalement entre les dirigeantes et les dirigeants, d'où cette enquête qu'on a menée en 2021, qui interroge plus de 1100 dirigeants au total, et qui vise aussi à détailler, à analyser toutes les nuances au sein des dirigeantes pour ne pas essentialiser la femme à la tête d'une entreprise. Slide suivante. Alors, le principal chiffre clé, en tout cas ce que nous on voit dans notre enquête, c'est que 12% des dirigeants de PME ou d'entreprises de taille intermédiaire sont des femmes. 12%, c'est étonnamment peu par rapport bien sûr à la place des femmes dans la population active. Une personne sur deux est une femme, je ne vais pas vous l'apprendre, mais c'est très peu aussi par rapport au métier de médecin ou d'ingénieur où déjà on sait que les femmes sont fortement sous-représentées. Et si je mets ça derrière en parallèle avec la place, il me semble, des femmes
administratrices dans les sociétés agricoles ou dans les coopératives ou les syndicats, je crois que c'est autour de 10%, donc c'est encore moins que la moyenne des dirigeantes dans le tissu global des PME et d'ETI. Preuve que la marche à franchir est assez haute. À droite, je vous ai remis aussi des chiffres avec lesquels vous êtes peut-être familiers sur les femmes. Souvent, le chiffre qui revient beaucoup est le chiffre d'un tiers. C'est un tiers des dirigeants qui seraient des femmes, mais là sur un périmètre différent, celui des TPE, PME et ETI. TPE, j'entends par là les très petites entreprises. Donc vous voyez qu'il y a déjà là un effet de taille, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes dans les plus petites entreprises, plus qu'il y en a dans les PME et les entreprises de taille intermédiaire. Il y a aussi souvent, on parle de un tiers de femmes dans le flux des créations d'entreprises annuelles, parce que le regard médiatique est très tourné vers la création. Et du coup, là, vous voyez qu'on a une véritable perte en ligne entre ce un tiers et ce 12% sur le périmètre stricto sensu des PME et d'ETI, c'est-à-dire des entreprises de plus de 10 salariés. Et on a plus que 6% quand on se tourne uniquement vers les ETI. Slide suivante. Sur les secteurs d'activité dans lesquels les femmes sont représentées, c'est un sujet qui va vous intéresser. Ce qui nous a surpris, c'est finalement que les femmes sont représentées dans l'ensemble des secteurs d'activité, y compris des secteurs qui sont réputés très masculins, comme l'industrie, comme le BTP, comme l'agriculture. Donc là, vous avez les deux histogrammes où vous voyez qu'il y a à peu près les mêmes nuances de couleurs, avec quelques écarts sensibles. Néanmoins, sur l'industrie, il y a un petit peu moins de femmes. Slide suivante. J'aimerais porter maintenant votre regard sur l'identité, les caractéristiques finalement des femmes, de ces femmes dirigeantes. Alors, je ne vais pas vous apprendre des choses très, très révolutionnaires finalement. Ce qu'on voit, c'est que l'identité des femmes dirigeantes, c'est simplement le reflet du fait socio-économique féminin. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, les dirigeantes de PME-ETI vont être plus jeunes que leurs homologues masculins, simplement parce qu'elles ont accédé plus récemment à des fonctions de dirigeantes. Mécaniquement aussi, et de ce même fait, elles sont moins anciennes en général dans leur fonction que les dirigeants qui sont en place depuis plus longtemps. S'agissant aussi de leur formation initiale, donc les niveaux de formation sont comparables et sont les mêmes. Par contre, c'est la nature des formations qui est très différente, et on l'a évoqué un petit peu avant, c'est que les femmes s'orientent moins vers des filières scientifiques, à l'exception des études de santé. Donc là où les hommes vont avoir des profils plus techniques et scientifiques, les femmes vont être orientées plus vers des formations commerciales, de gestion et de management, et ça peut être un écueil parfois dans certaines boîtes. Dans l'industrie, vous me direz aussi, est-ce que dans l'agriculture, ça peut être le cas? En termes de parcours, également, il y a des inégalités ou des asymétries, dans le sens où les hommes ont plus souvent été des cadres dirigeants avant d'accéder à des fonctions de direction, là où les femmes ont été plus souvent des salariés, pas nécessairement cadres dirigeantes, avant d'accéder à des fonctions de direction. Et dernier point de dissemblance, finalement, sur la situation familiale. Là, un fait intéressant, c'est que finalement, sur la situation familiale, ça va être peut-être, je m'excuse, c'est tout petit, hein, mais les femmes vont être plus grevées, vous le savez, par leur charge familiale. Donc là, je ne vous apprends rien. Et après, lorsqu'elles n'ont pas de charge familiale, elles vont être aussi plus majoritairement célibataires que les hommes, là où ils vont être plus majoritairement mariés ou pacsés. Et dernier point qui va être très important et sensible, c'est celui de la rémunération. Ce dont on s'aperçoit, nous, c'est qu'à secteur et à taille d'entreprise égale, équivalente, les femmes dirigeantes se payent moins en fait que les hommes. Et là, ça dit plein de choses en fait du rapport des femmes à l'argent. Sur la slide suivante, vous allez le voir, c'est sur le partage du capital. Et là, de la même façon, il y a un rapport qui est assez différent. Si on peut passer sur la slide suivante, sur le rapport des femmes au capital. Alors, ce que vous voyez en fait dans ce graphe qui est un peu tout stratifié, c'est que les femmes en fait ont plus tendance à partager le capital que les dirigeants. Je m'explique.
Là, sur le graphe, vous avez la part du capital détenue par les dirigeantes en jaune et par les dirigeants en marron. Et ce qu'on voit, c'est que 57% des dirigeants, donc l'immense majorité des dirigeants hommes, sont majoritaires au capital, alors que ce n'est le cas que de 43% des dirigeantes. Et les dirigeantes, on va les retrouver plus dans des situations de partage à parts égales du capital. C'est la barre du milieu de 28% contre 17% pour les hommes. Et puis, ce qu'on voit finalement, c'est que quand on regarde dans le détail, entreprendre, c'est souvent une affaire de famille pour les femmes. Elles ont plus souvent leur famille ou leur conjoint comme coactionnaires en comparaison des dirigeants. Donc ça, c'est un peu tous les points qui séparent les dirigeantes des dirigeants. Mais finalement, un point auquel on est peu sensible, page suivante, c'est finalement leur accès au financement. Si on peut passer slide, super, c'est la page suivante. L'accès au financement, c'est une question qui nous a aussi beaucoup agité parce que vous avez dû voir dans la presse où souvent on parle des startups où celles dirigées par les femmes ont 30% de chances de moins parfois d'être financées par les principaux investisseurs. Et nous, lorsqu'on questionne notre panel sur l'accès au financement en général, donc le financement en général, c'est à la fois du financement bancaire et plutôt à la marge des levées de fonds, ça nous a beaucoup surpris parce que l'accès au financement, on se rend compte que ce n'est pas du tout une question de genre. À la question « Considérez-vous l'accès au financement facile, difficile, etc. » Donc c'est l'encart en bas à gauche. On se rend compte qu'il y a une proportion équivalente de dirigeants qui considèrent l'accès au financement facile. Donc c'est les 6 plus 55 à gauche, donc 61%. Et pour les hommes, c'est 9 plus 58, soit 67%. Donc il n'y a pas d'écart significatif au niveau statistique. Donc hommes et femmes se perçoivent vraiment comme égaux devant l'accès au financement, qui n'est finalement pas une question de genre, même s'il peut y avoir des anecdotes, enfin pas des anecdotes, mais des expériences malheureuses qui témoignent en tout cas de sentiments de discrimination. Et c'est le cas aussi, je vais passer vite, mais à notre échelle chez BPI, dans l'octroi des prêts garantis par l'État pendant la crise de la Covid, on n'a pas d'évaporation entre les 24% de femmes qui ont fait des demandes de PGE, de prêts garantis par l'État, et les 24% d'attributaires qui sont des femmes. On n'a vraiment pas de distorsion. Page suivante. Je vous l'ai dit au début, un sujet qui était aussi important pour nous, c'était de ne pas essentialiser les femmes. On parle souvent voilà, des femmes, ou de la femme dirigeante de PME de TI. On voulait montrer que, en fait, ces femmes, elles étaient plurielles et que c'était déjà pas uniquement des créatrices d'entreprises, parce que souvent on parle des créatrices dans la littérature, dans la presse. Donc certes, elles sont majoritaires, c'est les 37% que vous voyez à gauche parmi les chefs d'entreprise. Mais là où les femmes se distinguent, c'est que plus souvent, ce sont des repreneurs familiales. Vous voyez qu'une femme sur 3, 27%, est repreneur familial, alors que ce n'est le cas que de 13%, une personne sur 10 parmi les dirigeants. Et en revanche, les femmes sont moins souvent repreneurs externes. Donc c'est les 10% que vous voyez à gauche qui sont entourés. Une femme sur 10, une dirigeante sur 10 va être repreneur externe. Par contre, c'est plutôt un dirigeant sur 5, les 21%, qui sont à droite. Et ce qui est assez intéressant, c'est que suivant que ces dirigeantes aient fondé, hérité ou acheté une entreprise, leur profil va être sensiblement différent des autres dirigeantes, mais aussi des dirigeants. On va le voir du coup, slide suivante. Sur le premier profil, ce qui est celui de la fondatrice, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est l'entrepreneur que vous connaissez, c'est celle qui a entrepris par passion, par goût d'entreprendre. C'est vraiment sa motivation qui la caractérise. Après, ça va être aussi dans des secteurs qui sont, on va dire, plus traditionnels, si je peux me permettre le stéréotype, dans le secteur réputé féminin, les services à la personne, les services aux entreprises et la santé. Le deuxième profil, lui, il est assez intéressant. C'est celui de la repreneur familiale, qui est moins connu, mais surreprésentée, on l'a vu, parmi les femmes par rapport aux hommes. La repreneur familiale, sa difficulté, ou sa force, c'est qu'elle entreprend pour préserver un patrimoine familial et le goût d'entreprendre, il vient ensuite. Donc c'est un peu différent du profil de la fondatrice. Et je dirais que son principal défi, c'est que, en général, elle a été baignée à l'entreprise familiale depuis son enfance. Elle est même souvent salariée de son entreprise actuelle. Et souvent, d'ailleurs, elle n'est pas cadre.
En termes de formation, elle est souvent un petit peu moins expérimentée que ses pairs et c'est tout son défi de pouvoir reprendre une entreprise familiale, de faire face à la figure du père, alors qu'il y a tout cet héritage familial qui peut être aussi pesant et qu'elle n'a pas forcément le bagage technique ou de formation derrière. Troisième profil, c'est la repreneur externe. Donc là, c'est un profil qui construit, qui stabilise, qui organise. Il se caractérise par la volonté d'être son propre patron, sa propre patronne, et c'est ce profil qui est le plus expérimenté finalement en tant que cadre dirigeant et dans sa formation, et qu'on va retrouver aussi dans des secteurs qui sont réputés masculins comme l'industrie, le BTP. Donc voilà un petit peu sur ce qu'on voulait vous dire sur la pluralité des dirigeantes. Pour conclure quasiment sur la slide suivante, parce que je vois que le temps file. Le dernier message peut-être sur la slide suivante, c'est que les entrepreneurs, et ce qu'on voudrait que vous reteniez aussi de notre étude, c'est que ce qui détermine les dirigeantes, finalement, ce n'est pas le genre en priorité. On a vu qu'il y avait des nuances sensiblement différentes dans leurs caractéristiques et que c'est parfois hérité aussi de l'histoire, de la sociologie, des représentations sociales qu'on a vues dans cette belle vidéo. Mais lorsqu'on regarde les comportements entrepreneuriaux, le moteur pour se lancer, vous avez vu, c'était souvent le goût d'entreprendre pour la créatrice qui était le profil quand même majoritaire dans les femmes. Et derrière, lorsqu'on les interroge sur leur stratégie de développement, c'est la pérennité de l'entreprise avant tout. Et ça, c'est la même réponse que l'on soit un homme ou que l'on soit une femme. Une femme en jaune et un homme en marron, là, vous le voyez sur le graphe. Et ensuite seulement viennent le développement de l'activité et l'accélération de la croissance comme ambition. Donc tout ça dit finalement que dirigeantes et dirigeants, ils ont beaucoup de points communs dans l'exercice de leur fonction. Et simplement, derrière, voilà, il y a des nuances sur le partage du capital, sur la réussite, sur l'épanouissement, sur les motivations, mais un socle commun avant tout. Et que, deuxième message qu'on a vu ensemble, c'est que cette dirigeante de PME ETI, ces dirigeantes, elles sont plurielles. Voilà, je vais conclure sur ces mots. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Baotram Nguyen. Malheureusement, on n'a pas du tout le temps pour les questions. Ça aurait été un plaisir, mais en tout cas, merci. On vous souhaite de bien vous soigner. Et on vous dit au revoir.